j'ai Philippe, Francis, Noémie, Marie-Ève, Frédéric et Camille. Donc, nous, aujourd'hui, on va vous parler du vivre ensemble avec l'environnement. Donc, comment est-ce qu'on peut, en fait, je viens de le dire, c'est vraiment comment on peut vivre ensemble et à la fois améliorer notre environnement. Donc, je vais commencer avec le rapport à la nature. Pour commencer, avec le rapport à la nature, ce qu'on s'est interrogé, c'est sur le respect de l'environnement au Québec. On a remarqué, mettons, moi j'ai travaillé avec une Française en fait pour notre projet, puis on a remarqué qu'au Québec, on est réputé pour avoir de grands espaces verts, donc on s'est questionné à savoir pourquoi en fait c'était comme ça ici. Ça peut être une question démographique, parce que comme on sait, on n'est pas tant d'habitants que ça au Québec, et pourtant on a une superficie 3 fois plus grande que la France. Mais on considère que les Québécois s'entassent vraiment dans des petites régions, donc on n'aurait pas besoin de tout ce territoire-là. Donc on y fait attention. Ce qui nous a porté à croire qu'on aurait peut-être un héritage autochtone, et c'est pour ça qu'on prend aussi soin de notre environnement. Next. Donc, comme je parlais, notre héritage autochtone au Québec, en fait, les Autochtones, comme vous savez, dans le temps, c'était des gens qui vivaient beaucoup de chasse, de pêche, d'agriculture. En fait, ils laissaient tellement peu de traces sur l'environnement que Cartier, quand il est venu ici, il ne pensait même pas que la région est habitée. Donc, on pense vraiment que c'est avec eux qu'on a une petite conscientisation pour ça. Également, la photo juste ici, c'est le Jardin des Premières Nations qu'on peut retrouver au Jardin botanique de Montréal, qui démontre vraiment tout le respect que les Autochtones avaient avec leur environnement, parce qu'eux se considèrent vraiment comme des invités de la Terre, puis c'est vraiment une autre façon de voir les choses, là. Comme ça appartient à personne, puis donc c'est vraiment ça. On est des invités dans le fond. Prochaine. Aussi, malheureusement, la cohabitation avec les Autochtones, ce qu'on voit dans nos actualités, c'est que ça cause des tensions. Parce que les Autochtones sont inquiets pour leur perte de territoire, de chasse et de pêche, et voudraient plus être consultés dans les décisions politiques, ce qui a une certaine logique quand on y pense. Parce que comme on peut voir sur la carte, les Autochtones sont dominants dans les territoires plus au nord, et dans les territoires au nord, c'est là qu'on veut vraiment faire du développement pour les mines. Donc, c'est comme eux, ils argumentent sur ce point-là pour être consultés. Et en théorie, au Québec, on a un régime en territoire conventionné qui exige qu'on consulte les Autochtones pour nos décisions, parce que on essaie en fait de réparer les injustices qui auraient pu être faites aux Autochtones dans le temps. Mais en pratique, on voit que ce n'est pas nécessairement le cas. Puis aussi au Québec, plus au sud, les décisions reviennent surtout aux promoteurs et à des cadres réglementaires. Donc, la participation des Autochtones n'est pas garantie. Comme je parlais, ça c'est un exemple des régimes par territoire conventionné. Ça, c'est l'exemple de la baie James. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le territoire de la baie James. Puis on voit qu'il répartit vraiment les terres différemment. En fait, vous pouvez lire. On voit qu'il y en a que c'est vraiment exclusif aux Autochtones, d'autres que c'est juste avec des droits de chasse plus restreints, et c'est ici. Prochaine diapo. Oui, donc avec tout notre questionnement sur les Autochtones, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir aujourd'hui qu'est-ce que les Autochtones pensaient de l'environnement et de leur cohabitation avec les Québécois. Donc, on est allé sur la réserve de Wendake à Québec et on est allé parler un petit peu aux gens du coin. Et voici un petit peu ce qui est ressorti. Premièrement, les Autochtones se trouvent très respectueux envers leur environnement, mais ils trouvent que les Québécois ne sont pas respectueux de l'environnement. Et on peut vraiment remarquer qu'ils trouvent que les gens sont respectueux de l'environnement quand, selon eux, l'environnement, c'est un moyen de survie. Comme les pays africains, on nous dit souvent « Ah, moi, je connais pas beaucoup ça, mais ils utilisent vraiment pour survivre, pour se nourrir. » Donc, oui, j'imagine qu'ils sont vraiment respectueux. Tandis que ceux qui voyaient les pays africains comme des pays vraiment industrialisés disaient que c'était vraiment pas respectueux, un petit peu comme les Québécois.
Donc on peut voir un lien entre le matérialisme et le respect de l'environnement selon les Autochtones. Et pas pour finir, mais aussi, c'est ça. Ce qu'on a constaté, c'est que l'environnement, ça peut être un problème de perception sociale, parce que quand on s'imagine que nous, on est bon, on est beau, des fois, ça nous empêche de vraiment faire un travail d'introspection puis de se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Donc ça, c'est le premier problème qu'on a remarqué. Puis aussi de voir toujours les autres comme des gens moins bons que nous, ça crée une certaine fissure sociale. Donc ça, c'est un problème qu'on souhaiterait régler. Et pour les solutions, en fait, pour améliorer notre environnement au Québec, les auteurs s'entendent tous pour dire qu'on aurait avantage à s'entraider, les Autochtones et les Québécois. Les Autochtones apportent beaucoup sur l'expertise du territoire, parce que ça fait longtemps qu'ils sont ici, mais ils ont peu de connaissances scientifiques, qui pourraient aussi leur être bénéficiaires. Bénéfiques. Puis aussi, on a vu le cas de Bouenville. C'est un cas d'éco-socialisme en Amérique latine. Très intéressant. Ce qui fait en fait, c'est qu'ils ont développé l'idée comme quoi le capitalisme, c'est vraiment une logique suicidaire pour la civilisation. Ils ont imprégné ça vraiment dans leur politique de mieux vivre ensemble avec l'environnement, que la propriété privée, c'est vraiment aboli. Puis, qu'est-ce que je voulais vous dire également? C'est ça, c'est vraiment là de constater que le développement, ça menace d'anéantir la vie communale et culturelle des communautés indiennes. Ils sont hostiles au luxe et au gaspillage, donc c'est vraiment être éco-responsable. Et on remarque que dans ces pays-là, où ils ont vraiment amené cette idée-là dans leur culture, on remarque une forte croissance en communauté indienne. Donc en Bolivie, par exemple, c'est 1 personne sur 2 qui sont considérés comme des Indiens, ce qui est quand même bien. Et ce serait pas mal ça pour le Bouenville, qu'on traduit également par la belle vie et non bien vivre ensemble. C'est vraiment que c'est la belle vie de vivre en harmonie avec son environnement et de faire attention, en fait. Prochaine diapo. Et aussi, tantôt, je vous parlais que l'environnement, c'est un problème social parce qu'on n'en a souvent pas conscience, mais tous les changements apportés par l'environnement causent des problèmes pour la pauvreté. D'ailleurs, tantôt, je vous parlais du Bouenville. On remarque que les pays qui ont inculqué cette idéologie ont 1 million de personnes de moins en pauvreté. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre conscience, comme quoi l'environnement affecte également la pauvreté. Donc, il faut y faire attention pour bien vivre ensemble. Puis, je vais vous montrer une vidéo qui explique mieux un petit peu là, ce que je viens de vous parler avec la pauvreté. Alors, il faut mettre le film noir pour le son. De 100 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Heureusement, on peut encore éviter que cela se produise si les bonnes politiques sont mises en place. Les chocs liés au climat sont déjà un obstacle à l'élimination de la pauvreté. Les catastrophes naturelles détruisent les biens et les moyens de subsistance, affectant les gens pauvres de façon disproportionnée. Après l'ouragan Mitch au Honduras, les gens pauvres ont perdu 30% de leurs biens, 3 fois plus que les autres. Les gens pauvres ont moins de ressources et reçoivent moins d'aide de leur famille, de leur communauté, du système financier et des systèmes de protection sociale, ce qui les empêche de se préparer et de faire face aux chocs. Le changement climatique amplifiera ces chocs et les gens pauvres souffriront davantage. Les inondations seront plus fréquentes et toucheront les habitants des bidonvilles. Les sécheresses seront plus intenses et toucheront les agriculteurs pauvres.
Heureusement, un développement adéquat, c'est-à-dire rapide, inclusif et adapté au changement climatique, peut prévenir la plupart de ces impacts d'ici à 2030. Ces mesures doivent inclure de nouvelles pratiques agricoles résistantes aux aléas climatiques pour protéger les fermiers, de meilleures défenses face aux inondations pour protéger les habitants des bidonvilles et des zones côtières, une couverture santé universelle et plus de protection sociale pour ceux qui n'y ont pas accès. Mais à long terme, si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas réduites, les impacts du changement climatique risquent de dépasser nos capacités d'adaptation. Pour maîtriser les impacts de long terme, des politiques de réduction des émissions doivent être mises en place aujourd'hui. Et elles doivent être pensées pour protéger les plus pauvres et soutenir les pays les moins développés. Je peux enchaîner? Parfait. Ben, moi qui ai des questions ou réactions ou... Moi, en fait, je vais vous parler du rapport aux objets. Je vais axer plus sur le matérialisme de notre société d'aujourd'hui. En fait, comme nous, on étudie la publicité, le journalisme, tout ça, dans le fond, tout ce qui nous informe. Mais en fait, la publicité, comme on le sait, ça remonte à plusieurs années. Mais depuis que c'est maintenant à la télévision, au cinéma, tout ça, on voit vraiment une explosion de toute la consommation des gens. La publicité est partout, tout le temps, puis ça pousse la population à consommer, ce qui fait en sorte que beaucoup d'entre nous sont des consommateurs puis des matérialistes, bien qu'on essaye de pousser un peu sur l'environnement. En fait, c'est une question de valeur, surtout. Les personnes matérialistes croient que tout ce qu'ils possèdent, c'est une richesse. Une richesse. C'est pas, dans le fond, leurs relations, ce qu'ils font en bénévolat ou quoi que ce soit. Dans le fond, plus tu accumules d'objets, plus tu es riche, puis plus tu peux le montrer aux autres. Puis ça crée une société de spectacle. Dans le fond, ces gens-là, ils ont besoin d'attention, ils ont besoin de ce que les autres pensent d'eux. C'est ce qu'on voit aussi avec les réseaux sociaux, tout ça. On voit la personne accorde de l'importance à elle-même, mais elle accorde encore plus d'importance à ce que les autres pensent d'elle. Que ce soit les voisins, la famille, les amis, mais même les personnes qui ne connaissent pas du tout, ça compte pour eux. C'est ça qu'on voit dans les médias sociaux. Ça me porte à me demander, le vivre ensemble est rendu où? Est-ce que c'est mieux que ce l'était? Parce que les réseaux sociaux, dans le fond, ça nous permet de vivre ensemble parce qu'on se connaît tous, mais on ne se connaît pas. Mais en même temps, on prouve qui on est, mais qui on n'est pas vraiment, en fait, parce que c'est pas être riche, être matérialiste. C'est la question que je me suis posée. Dans le fond, cette société de spectacle-là, en fait, il y a beaucoup d'études qui prouvent que ces individus-là ne sont pas vraiment heureux. Que dans le fond, même si on est dans... Ils prouvent que même dans les pays plus riches, on est plus heureux que dans les pays pauvres. Mais, dans le fond, tout l'argent que vous accumulez, tout ça, ça vous permet d'être heureux jusqu'au point où vos consommations sont dans le fondamental. Tout ce qui est superficiel, tout ce qui est un peu plus que ça, n'amène pas à être plus heureux. Comme eux, dans le fond, c'est ce qu'ils croient. Plus tu accumules, plus tu es heureux, mais tout ça, c'est tout superficiel. Puis ça a des conséquences sur l'individu en tant que tel et sur son environnement. Ces personnes-là, intérieurement, sont plus anxieuses, sont plus dépressives, sont plus sujettes à développer des dépendances et plus encore. C'est ce qu'on a vu avec le cas de Essena O'Neill, de 18 ans, une Australienne, qui elle était super populaire sur les réseaux sociaux. Elle avait, je vais vous dire les chiffres, elle avait 700 000 abonnés sur Instagram, 260 000 sur sa chaîne YouTube. Du jour au lendemain, elle a tout changé ce qu'elle avait écrit sur ses photos, sur les descriptions de ses vidéos. Elle affirme même que « Je ne vivais pas dans un monde réel, je vivais à travers les écrans. J'ai été créée personnage de célébrité, une construction de moi-même. Pensant que cela me rendrait heureuse, je ne pouvais pas être plus loin de la vérité. » En fait, c'est dangereux pour ces personnes-là, mais ces personnes-là sont dangereuses pour notre environnement en tant que tel. Parce que l'auteur que j'ai lu, il comparait ça à une pointe de tarte. Dans le fond, plus ta tarte est divisée, mettons, plus tu es matérialiste, moins tes autres valeurs comme la famille, l'environnement, les amis, tout ça, ça va avoir tendance à diminuer. Mais l'inverse est aussi vrai. On voit aussi qu'il y a une conscientisation qui se fait chez les Québécois. En fait,
Selon le rapport de Recycle Québec de 2014-2015, 70% des Québécois affirment recycler systématiquement par habitude. Ça, c'est quand même, c'est bien, mais c'est pas, ça n'empêche pas le matérialisme quand même, mais au moins les gens ont la conscience de dire, regarde, genre, je vais faire attention à ça, à ça, à ça. Mais, bref, il y a une autre avancée qui s'est faite. C'est l'économie de seconde main. En fait, c'est tout ce qui est, mettons, Kijiji, les packs, ces affaires-là, où ce qu'on échange. Avant, c'était plus pour les démunis, pour les personnes qui n'avaient pas d'argent, qui préféraient acheter à rabais, tout ça, de seconde main. Mais maintenant, c'est une mode. Dans le fond, tout ce qui est antique, tout ça, ça représente un... C'est rare, c'est unique. Fait que, dans le fond, les gens recherchent ça aujourd'hui. C'est ce qu'on voit avec l'indice Kijiji de l'économie de seconde main. C'est une situation qui est vraiment gagnante pour les familles québécoises, puis aussi pour l'économie et aussi pour l'environnement. En fait, en échangeant avec les autres citoyens et tout ça, on fait en sorte qu'on achète ici. Dans le fond, l'argent qu'on dépense reste ici au lieu d'aller à l'étranger dans ce qu'eux ils produisent. Puis c'est vraiment un avantage pour nous. Je peux mettre la vidéo. La vidéo, dans le fond, va tout vous montrer les chiffres de tout ça. Comment, c'est quoi leur impact. Les gens s'informent plus avant de passer à l'acte pour acheter. 3 adultes sur 4 s'informent presque systématiquement sur les produits et services qui ont dans l'intérêt de consommer. Ça fait en sorte qu'ils achètent des produits qui conviennent plus à leurs attentes, des produits qui sont plus de qualité selon ce qu'ils veulent. Dans le fond, il y a comme un tri qui se fait entre les consommateurs qui décident, qui disent « moi, je l'ai utilisé, je l'aime, nanana », tout ça. Fait que ça fait en sorte que les gens sont moins portés, encore une fois, à acheter leurs objets ou justement pas les utiliser puis finalement les jeter plus tard. Fait que dans le fond, oui, les gens sont matérialistes, on est consommateurs au max, ça c'est clair, mais il y a vraiment une conscience qui se fait. Les gens sont conscientisés par rapport à l'environnement. On voit un peu les avancées de tout ça. Ça s'enligne bien, je pense, mais c'est un truc qui était vraiment à long terme. Puis on va vers ça pour notre environnement. C'est fini. Est-ce que vous allez parler plus tard de l'obsolescence programmée et tout ça ou non? Oui, ok. J'aimerais savoir, tu l'as dit avec assez quand même de conviction, mais est-ce que c'est sincère ou tu faisais juste répéter ce que tu as lu? Est-ce que toi-même, tu penses vraiment? Ben, en fait, c'est sûr qu'à chaque fois, on y pense, mais je ne vous cacherai pas que moi aussi, je suis embarquée là-dedans. Là. Je dis ça, ok, mais c'est ça m'intéresse. Oui, ben, c'est ça. C'est sûr qu'on est embarqué là-dedans puis qu'on change nos appareils électroniques quand ils ne fonctionnent plus et tout ça. Mais j'ai la petite voix en arrière de la tête qui me dit « Garde, fais-y donc attention, fais attention à tes affaires, achète le moins possible. » Puis j'essaye par moi-même, je ne veux pas vous impressionner ou quoi que ce soit, d'acheter ce dont j'ai besoin. Vraiment mettons, si j'ai un chandail de telle couleur, ben, je vais faire attention pour ne pas en acheter un autre. Ben. Mais je suis une fille, puis j'aime magasiner. Et vous, où en êtes-vous dans votre rapport à la société de consommation? Est-ce que vous avez fait le même cheminement que Noémie, un peu, ou pas encore ou...
Est-ce que vous aimez acheter? Est-ce que vous aimez vous promener dans les centres d'achat par plaisir? Je pense que tout le monde aime acheter. Non, toi, parle de toi. C'est pas vrai. Ok, mais oui, d'abord. c'est ça. Je vais me donner Oui? le fardeau de dire ça. Oui, on est dans une ère d'achat, puis c'est le fun d'acheter. Mais ça, là, je ne dis pas que je suis un acheteur compulsif. Là. Non, mais tu dis acheter sans mettre quelque chose après, là. Acheter. Ah, acheter. Acheter. Acheter un bien, que ce soit au concept aussi large. Là. Ça peut être n'importe quoi. Là. Juste acheter. Avoir le pouvoir d'acheter quelque chose. Matériel, là, tu sais, un nouvel ordi, un cellulaire, un livre, un CD, n'importe quoi. Est-ce que tu sens que tu as un certain pouvoir ou Oui, c'est ça. OK. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis, parce que on travaille, on étudie pour avoir des jobs, pour avoir le pouvoir d'acheter encore plus. OK, c'est le but, quoi. Ben oui, moi je le vois aussi de cet angle-là. C'est pas juste pour ça, mais il y a une bonne partie. Parce qu'on veut avoir un pouvoir d'achat plus grand pour pouvoir avoir une maison et tout. Donc, je pense qu'on vit dans une société d'achat. Il y a une responsabilité derrière ça, comme Noémie l'a dit. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se reconnaissent dans ce que Charles vient de décrire? Des bonbons. Non? Est-ce que vous vous reconnaissez ou pas du tout? Oui. Je suis d'accord avec ce que Charles vient de dire, parce que je veux pas, quand tout le monde qui commence sur le marché du travail, quand ils ont un certain salaire, la première chose on dirait qui vient en tête, c'est hey, je vais pouvoir enfin m'acheter ça, je vais pouvoir enfin, tu sais, j'ai des amis que quand ils ont eu leur premier job, ils ont enfin pu s'acheter la voiture qu'ils voulaient pendant des années, puis on se rend compte à quel point, je sais pas quel effet ça leur fait personnellement, là, mais on dirait que c'est comme un objectif inconscient que le monde a qui vient avec la consommation. On dirait que quand tu as cette possession-là, tu te sens peut-être mieux. Là. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est un vrai sentiment. Moi, je pense que non. C'est peut-être illusoire, mais... C'est ce que Noémie nous disait. Ça a l'air tellement important. C'est ça. Noémie, elle disait que ça on rend frustré. Mais dans le fond, c'est, tu sais, mettons, quand tu achètes un auto, oui, tu es content sur le coup, pis ça, mais rares sont les personnes qui, 10 ans après, sont encore contentes d'avoir cette auto-là. C'est éphémère. à court terme. C'est éphémère. Puis, tu sais, on veut pas passer par-dessus ce court terme-là. On le veut vraiment, puis on l'achète, puis ça fait ça. Tu voulais dire quelque chose? Moi, oui, C'est ce qu'on vient de dénoncer, c'est qu'on associe certaines étapes de nos vies à des biens matériels. On se dit, moi, je vais être casé au moment où je vais avoir ma maison, ma voiture, puis tout ça. Puis c'est là qu'on va sentir qu'on a atteint notre objectif. Puis on s'entend tous pour dire, on a tous un dénominateur commun, là où on est tous d'accord que l'obsolescence programmée, c'est mal, d'exploiter l'environnement de façon irresponsable, c'est mal, mais on a aussi nos contradictions. Tout le monde a des opinions qui vont en faveur de l'environnement, mais qui ont à l'opposé des gestes qui sont à l'encontre de l'environnement. Je suis pour le covoiturage, le transport en commun, mais à la première occasion, je vais prendre ma voiture, mon V6 3 litres, puis chauffer tout seul dedans. Ça, c'est une contradiction. On aime tous consommer parce que il y a plusieurs raisons qui font en sorte qu'on aime consommer. Ça va être nos habitudes, souci d'acceptation sociale. Mais là où c'est important, c'est que, considérant qu'on se contredit nous-mêmes avec ce qu'on dit puis ce qu'on fait, c'est le moment où on doit passer de la parole aux actes, puis devenir cohérent 100% avec ce qu'on pense. Puis ça, je dirais que c'est un défi majeur pour la communication publique. Les gens qui font de la communication en environnement, là, comment... Parce que vous le savez, là, Charles, il le sait, là, qu'il y en a un problème avec l'environnement, l'accumulation d'objets, etc. Mais en même temps, c'est ce modèle-là qui l'emporte. Alors comment... Je veux dire, le cours change communication et changement d'attitude. Là, comment arriver à vous faire comprendre qu'il y a un lien que cette contradiction, cette dissonance cognitive que tu viens de nommer, soit tellement forte que ça pousse à un changement de comportement. Comme toi, tu dis que tu l'as fait un peu, ton changement de comportement. J'essaie. Mais en fait, je pense que tout le monde essaye de faire ça. C'est pas ce que Charles disait. Tout le monde à la fois dénonce un système qui l'encourage en même temps. Ok, t'essayes quand même. Ok, t'es conscient de la contradiction. Oui, je suis d'accord avec Noémie là-dessus. OK. Ce que je voulais dire, c'est qu'on aime tous à la base acheter, mais il y a une responsabilité derrière ça. Puis l'économie de seconde main, ça joue aussi là-dedans. Là. Je vais être content aussi d'acheter un produit qui a déjà été utilisé. Est-ce que vous achetez, par exemple, les vêtements un peu dans seconde main ou vous achetez toujours neuf? Qui est-ce qui fréquente les... Oui. La satisfaction que tu retires d'un achat de seconde main, c'est quoi? C'est d'avoir réalisé une économie dans le but de pouvoir acheter plus avec cette économie-là, de pouvoir acheter autre chose avec l'argent que tu as économisé. Parce que l'attrait qu'un objet de seconde main a
et ne peut pas être supérieur à un objet que tu achèterais neuf. Tu vas avoir la satisfaction équivalente, mais à un coût moindre. C'est là que le marché de la seconde main est florissant. Puis on parlait d'antiquité tantôt, que le retour du vintage puis de l'ancien qui vient un peu prendre le dessus sur le neuf. L'action de consommer est la même, c'est seulement le contexte qui change, mais la satisfaction puis l'hormone qui est sécrétée lorsqu'on achète est la même aussi. Et donc, c'est ça. Et donc, quand vous êtes des étudiants, que vous n'avez pas assez d'argent, vous vivez dans le fond, c'est ce que Thomas, tu dis, certaines frustrations. Puis c'est comme si vous n'étiez pas dans la vraie vie parce que vous n'êtes pas capable de faire tout ça. Puis vous avez juste hâte que ce soit fini pour pouvoir enfin. Et donc, est-ce que ça voudrait dire que, d'une certaine façon, citoyen et consommateur, c'est un peu la même chose? Vous allez être pleinement citoyen quand vous allez être capable d'être pleinement consommateur? J'imagine que ça va. Tu sais, on ne peut pas se cacher, les possessions que tu as influencent beaucoup la perception que le monde a de toi. Donc, des fois, là, ça peut être comme ça. Moi, je connais plein de monde qui disent, comme les collègues viennent de le souligner, je vais réussir quand je vais avoir ma maison, quand je vais avoir payé ma maison, quand je vais avoir ma voiture, quand je vais avoir tout ça. Si j'ai pas ça, je suis pas une bonne personne, je suis pas un bon citoyen, je contribue pas à la société, mais c'est comme, ça reste juste des possessions, là, tu sais. Tu peux être aussi un bon citoyen avec un condo ou un appartement de 4,5 qu'avec une maison qui a coûté 300 000. C'est plus que ça, évidemment, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois ça en tout cas. Puis vous, les autres, est-ce que vous êtes d'accord, oui? Moi, j'ai un autre point de vue là-dessus. On disait un peu quand on finit les études, on a plus d'argent, on a la possibilité d'acheter plus de choses, mais on peut le voir aussi, en tout cas, les filles, vous allez peut-être comprendre, c'est aller chez Spring puis acheter des bottes à 40$, puis on se dit, ah, elles sont belles. Puis là, après un hiver, là, on le sait qu'ils vont être scrap, puis l'année prochaine, on en achète d'autres. Je pense que tout le monde a déjà fait ça. Puis, moi, j'ai commencé à travailler, là, plus rentrer sur le marché du travail, puis c'est là que je me rends compte, quand je vais m'acheter des bottes, je peux me dire, ben je peux peut-être investir plus, puis qui me durent plus longtemps. Même chose, les manteaux, tous les biens qu'on peut s'acheter de meilleure qualité. Puis je pense que ça peut réduire justement notre empreinte écologique par rapport à ça. Là. Moi, c'est comme ça que je le vois quand je vais m'acheter des choses maintenant, au lieu de me dire, bon, je sais que je vais l'utiliser un certain nombre de temps, pourquoi pas acheter quelque chose de plus durable, puis même chose pour le linge, en fait, là, de moins, peut-être, oui, suivre la mode, mais de dire, OK, bon, si j'achète cette robe-là, je sais que dans 3-4 ans, elle va être encore à la mode vu que c'est quelque chose de classique, puis je vais pouvoir le porter plus longtemps, puis d'acheter quelque chose de qualité là, versus quelque chose qui va être cheap. Donc quand même une conscience là, de la durabilité, du développement, de la consommation durable, oui? Moi, je pense pas que tu es moins citoyen vu que tu es moins consommateur. Là. Parce que, tu mettons, on regarde... moi, l'exemple d'une en tête, c'est Pierre Falardeau. Là. Ce gars-là, il a toujours vécu comme... il n'a jamais eu des moyens... Je pense qu'il n'a pas été pauvre, mais il n'a jamais dépensé, il n'a jamais été consommateur. Puis s'il y a un gars qu'on peut dire c'est un citoyen, c'est bien lui. Là, il a revendiqué toute sa vie. Sauf que je pense qu'il y a un aspect plus classe sociale. Tu sais, c'est pas, si t'es... En tant qu'étudiant, tu sais, on a notre struggle, c'est genre comment je vais payer mon prochain loyer. C'est pas vrai que tu as le goût de t'impliquer à fond dans la vie citoyenne quand tu sais pas comment t'acheter un t-shirt, là, tu sais. Fait que je pense que quand tu as plus d'argent, peut-être tu peux plus te permettre... Ben, c'est un aspect de classe sociale, moi, je pense, plus que d'être consommateur ou non. Tout à fait. Falardeau qui a dit que la liberté n'est pas une marque de goût. Mais quand même, l'idéal que vous avez l'air de dire qui est le plus... Je ne dis pas que c'est celui auquel vous adhérez, mais vous sentez la pression la plus forte, c'est l'idéal de la maison, la voiture, et pas forcément de changer la société. Non, mais je pense qu'au-delà de dire je vais être accomplie comme citoyenne quand je vais avoir ma maison et tout, je pense qu'on a tous un désir d'être autonome. Je veux dire, on a été longtemps supportés par nos parents, puis moi, je sais que quand j'étais rendue être capable de me payer mes trucs, j'étais contente, j'étais fière de moi, j'étais autonome, j'étais indépendante financièrement, puis ça, c'est juste un sentiment comme... Ça remonte l'estime un petit peu, je pense. Ben oui, tout à fait, c'est lié. L'autonomie est liée à la citoyenneté, mais est-ce que l'autonomie, ça se définit comme la possibilité de consommer Par exemple, moi, j'ai une fille, en tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais elle est hyper économe. Mais je veux dire, moi, j'ai rien fait, rien dit, là. Et donc, elle est étudiante, elle gère son budget, là, comme moi, j'ai jamais géré le mien, là. Mais c'est parce qu'elle veut faire des voyages, je sais pas quoi, plus tard, ou juste parce qu'elle aime, en tout cas. Mais j'imagine qu'elle ne doit pas être la seule à faire pas ça juste par frustration, mais parce que c'est son mode de vie, là, non? Oui? Non, mais, tu sais, moi, en fait, vous pensez peut-être que je généralise quoi que ce soit, mais il y en Non, c'est une enquête. On fait une enquête, on réfléchit sur notre culture, sur les valeurs des étudiants. Tu sais, il y a des niveaux de matérialisme, ça dépend vraiment de tes valeurs, puis comment, ton éducation, puis tout ça, mais moi, je pense qu'à la base, on a tous, mettons, ce même idéal-là en tête. C'est inconscient, mais je pense que
on veut tout réussir, puis la réussite, ben, ça se fait un peu avec l'argent, malheureusement. Oui, mais ça, c'est exactement, c'est le cœur de la culture, la société de consommation. C'est parfait, là, vous avez mis le doigt dessus, c'est hyper important ce qu'on dit. C'est aussi une hiérarchie des besoins, selon les institutions. Ben oui. Comme les parents qui ont des bébés et puis qui se sentent obligés de faire des dépenses délirantes pour des poussettes, toutes sortes de gadgets, etc. Alors qu'un bébé, je veux dire, il reste bébé pendant quelques mois, tu sais. Mais on dirait qu'ils se sentent obligés là, c'est leur amour pour leur enfant se mesure aux dépenses qu'ils font. Justement, quand je disais sur, mettons, Kijiji, tu sais, qu'est-ce qui ressortait le plus, c'était des vêtements, des trucs électroniques, puis justement du linge d'enfant, parce que le monde se rend compte que ça vaut pas la peine d'acheter du linge neuf quand que le bébé il l'a porté 3 fois. C'est ça. C'est ton bébé, il faut que tu te dises, ah, ok, il y a quelqu'un d'autre qui l'a porté avant, mais crime, il l'a porté. Un bébé. Il l'a porté. Mais quand même, toute la publicité repose tellement là-dessus. Si tout d'un coup on s'arrêtait de consommer n'importe comment, là, on aurait une crise majeure dans notre société. C'est ce qu'on appelle vraiment la transition. Là. On est dans une phase de transition où il faut que le système économique se transforme pour intégrer la décroissance, ce qu'on appelle la décroissance, avec la simplicité volontaire, etc. Mais pour le moment, tout est fait sur la consommation, tout pousse à la consommation, y compris quand je vois tous vos Mac, notre département. Je sais que le portable Mac est plus obligatoire, mais il l'a été, je veux dire, c'était quelque chose quand même incroyable. Je veux dire, les Macs, c'est des ordinateurs très chers quand même, puis un peu qui se brisent ou qui sont plus à jour, etc. au bout d'un moment. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient... En tout cas, c'est une réflexion qui est absolument essentielle pour le vivre ensemble, puis j'ai trouvé que tu l'avais vraiment présenté de façon claire. Merci. Dans tes mots, là. Mais je veux dire, c'est une contradiction, comme tu l'as vraiment bien dit. Et moi, je veux dire, honnêtement, j'ai une voiture. Jusqu'à l'année dernière, l'année d'avant, je la prenais parce que j'avais des enfants. Ben, c'est sûr, j'ai des enfants, il fallait les amener à l'école, mais c'est compliqué. Mais là, l'automne dernier, j'ai décidé, j'arrête. Je ne prends plus que le bus. Ma voiture, elle me sert juste à conduire mon fils au hockey, quasiment. Vraiment, je l'ai fait, là, le changement. Puis je suis super contente. Puis je vais à l'école à pied avec les enfants. C'est possible à un moment donné, mais tu vois, à mon âge, là, tout est possible. À un moment donné, on change. Ah ouais, il faut juste le petit... Oui, il faut quelque chose. Ouais. Bon, mais merci beaucoup. Ensuite, on parle du rapport à la technologie. Donc, on met en contexte, on fait une évolution historique des technologies de l'information et de la communication. Donc, on débute en 1970. Alors, en 1970, c'est la phase d'automatisation. Alors, les innovations qui apparaissent, c'est les ordinateurs, les robots et les machines. Ensuite, tout ça est caractérisé par l'accroissement du capital physique. Par exemple, vous pourriez penser à FedEx ou Walmart. Ensuite, pour les années 1980, c'est la phase de l'intégration et de la transformation de l'organisation. Alors, pour l'innovation, c'est vraiment l'ordinateur personnel. Et tout ça est caractérisé par la généralisation des outils bureautiques et aussi par la digitalisation et la transformation des processus d'affaires. Et par exemple, vous pourriez penser à des compagnies comme IBM, Intel ou Ford. Pour les années 1990, c'est la phase de communication, donc on innove vraiment avec tout ce qui est Internet, donc le Web 1.0. Et c'est caractérisé par deux aspects, donc la globalisation du réseau informatique et aussi on parle de standardisation des interfaces utilisées. Alors on pourrait penser justement à des sites qu'on utilise fréquemment comme Amazon, Dell ou eBay. Et pour l'an 2000, donc aujourd'hui dans notre décennie, c'est la phase de l'interaction et de l'individualisation. Donc vraiment on rentre dans le Web 2.0. Alors, c'est caractérisé par la connectivité des personnes et des objets. Alors, c'est vraiment plus un rapport avec Internet et l'humain. Ensuite, vraiment, on parle d'individualisation et de portabilité. Puis on parle aussi d'ubiquité. Donc, on parle d'omniprésence et être présent tout lieu ou plusieurs lieux simultanément. Donc, on parle vraiment d'être présent sur Internet en tout lieu. Et justement, on parle d'exemples de compagnies. Il y aurait Google, Yahoo, Facebook ou MySpace. Alors ensuite, pour
l'impact que ça a eu sur l'environnement. Donc, nous, on se rappelle qu'on faisait l'impact sur l'environnement. Donc, comme vous avez vu, vraiment, la technologie a grandement évolué au fil des ans. Alors, tout d'abord, ça nécessite vraiment beaucoup de ressources naturelles pour fabriquer tout ça. Et ensuite, c'est facile de croire que justement, la technologie, ça a un effet positif sur l'environnement. Par exemple, donc, quand on envoie un courriel électronique, c'est sûr qu'on n'utilise pas de papier. Donc, ça a vraiment un effet positif aussi, mais c'est clairement bénéfique. Mais aussi, en réalité, c'est vraiment plus compliqué que ça, parce que dans le fond, selon l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, avec l'émergence de l'informatique en nuage, donc justement, on parlait de rapport avec l'humain et l'informatique, c'est les centres de traitement doivent se multiplier pour permettre justement le stockage des données des utilisateurs sur des serveurs distants. Donc, cela, ça a un très grand impact négatif sur le climat parce que certains centres de traitement choisissent des fournisseurs d'électricité qui obtiennent la majorité de leur énergie de centrales alimentées en charbon. Donc, c'est comme ça qu'on crée la pollution, même si on pense qu'en étant sur notre ordinateur, derrière notre écran, on envoie des courriels, on n'utilise pas vraiment de papier, bien ça a quand même un effet néfaste. Et donc, c'est ça, il est préférable, justement, on parlait de centrales de charbon, donc il serait préférable d'utiliser des centrales hydroélectriques. Donc, si on parle de plus nous utilisons nos cellulaires, donc les réseaux sociaux, Internet, plus les centres de traitement se multiplient, puis donc affectent ainsi notre environnement. Puis ensuite, on se demandait aussi, suite aux informations qu'on vient de vous donner, que pensez-vous de l'impact que peut avoir un simple clic sur la pollution environnementale? Quelqu'un a une opinion? Mais dans le fond, tu viens de nous le dire un peu, c'est que quand on clique, on met en action des serveurs distants. Le nuage, en fait, il n'est pas dans les nuages, il est dans des énormes machines qui ronronnent nuit et jour et qui sont alimentées au charbon. Oui, c'est ça. Comme j'avais dit aussi qu'il y avait une autre solution, là, les centrales hydroélectriques. Ou l'énergie solaire. Des gros centrales. Donc, on est rendu aux ressources naturelles. Je vais vous présenter leur importance, mais également les points négatifs et les défis qu'on va devoir relever au niveau des ressources naturelles. Donc, juste à la page suivante, c'est un document que le gouvernement a présenté. C'est 10 faits sur les ressources naturelles. Donc, évidemment que c'est le gouvernement, ils ont mis ça à leur avantage, mais on va quand même voir tout ce qui touche les ressources naturelles. Donc, on peut voir que ça procure, les ressources naturelles au Canada, 1,8 million d'emplois. C'est quand même énorme. Il y a 900 000 emplois directs et 900 000 emplois indirects. Donc, ça procure beaucoup d'emplois au Canada. Il y a également, ça produit 20 du PIB du Canada au complet, ce qui est beaucoup, là, le 1/5, c'est un gros chiffre. Ensuite, on comprend pourquoi le gouvernement tient vraiment à développer des projets d'exploitation de ressources naturelles. Avec le point 3, les recettes au gouvernement, ils font 26 milliards de dollars par année seulement avec les ressources naturelles. Dans le point 4, justement, pour les développer, ils vont investir 700 milliards de dollars dans les grands projets pour ce qui touche aux ressources naturelles, mais également à l'énergie. Pour le point 5, la page suivante, en fait, l'exportation du Canada, le Canada est très gros, hein, vous savez qu'il exploite beaucoup de ressources naturelles. On va exporter pour 260 milliards de dollars, donc principalement aux États-Unis, mais également dans d'autres pays. Ensuite, ce qui est une bonne nouvelle pour le Canada, mais un petit peu moins pour la planète, c'est que d'ici 2040, l'énergie va augmenter de 37 %. Donc la demande énergétique va augmenter de 37 %. C'est une bonne nouvelle pour le Canada parce qu'on produit beaucoup d'énergie, entre autres avec l'hydroélectricité. Mais au niveau de la planète, c'est mauvais parce qu'on va voir que les ressources naturelles ont des limites. Pour le point 7, en fait, c'est simplement les actifs canadiens à l'étranger. Donc, on a 205 milliards d'actifs canadiens à l'étranger. L'intensité énergétique au point 8, on voit que notre intensité énergétique depuis 1990 a diminué de 27 % au Canada, ce qui est quand même bien pour notre pays. Et finalement, les deux derniers, c'est un peu plus des faits. Donc, le Canada est producteur de minéraux et de métaux. Donc, il est au premier rang mondial comme producteur de potasse, d'extraction de potasse. Deuxième pour ce qui est de l'uranium et troisième pour ce qui est de l'aluminium. Et finalement, il y a 171 municipalités qui dépendent à au moins 20 % de l'industrie forestière.
Donc, on voit que vraiment les ressources naturelles sont très importantes pour le Canada. C'est un pilier en termes d'emploi, mais également en termes d'économie. Prochaine. Les gens pensent donc que les ressources naturelles renouvelables sont infinies et qu'on peut les exploiter autant qu'on veut. Mais c'est totalement faux. Il y a une compagnie qui s'appelle la Global Footprint Network qui évalue le jour du dépassement. Ce jour-là, c'est le jour où la Terre a utilisé ses ressources qu'elle est capable de produire à l'intérieur d'une année. Donc, c'est un petit peu... ensuite, on vit à crédit. Donc, on va utiliser les ressources renouvelables de l'année suivante. Mais on comprend que pour une année, ce n'est pas très grave, mais à la longue, il va y avoir des grosses répercussions. Donc, en 1993, ce jour-là était déjà le 21 octobre. 10 ans plus tard, on a déjà diminué d'une année. Donc, à partir du 22 septembre, on avait utilisé toutes les ressources. 10 ans plus tard, encore une fois, on est encore diminué d'un mois, on est rendu au 20 août. Et là, entre 2014 et 2015, on a déjà perdu une semaine là, dans notre temps qui nous reste pour utiliser ces ressources-là. Donc, c'est un petit peu inquiétant, puis on voit qu'il va falloir réagir. La page suivante, bien, justement, pour continuer, ça nous montre chaque pays, bien, avec les ressources qu'ils utilisent, combien de pays devrait-il avoir pour pouvoir combler ses besoins. Donc, la Chine aurait besoin de 2 Chines et demi pour pouvoir combler ses besoins en ressources naturelles. On voit que c'est beaucoup, on comprend qu'il y a un problème, il faudrait plus qu'une planète. Si on regarde le Japon, il faudrait 7,1 Japon pour réussir à combler les besoins des Japonais. On sait qu'ils sont beaucoup. Ce qui donne au total, le monde entier, ça nous prendrait une planète et demie pour réussir à combler les besoins en ressources naturelles présents qu'on a besoin pour la planète. On comprend que ça ne se peut pas, il n'en existe pas d'autres des planètes, donc il va falloir réagir. Vous vous demandez peut-être pourquoi le Canada n'est pas dans ces pays-là. C'est que le Canada, en fait, lui, est positif. Bon, pour ce point-là, c'est relativement une bonne chose, mais en fait, c'est que le Canada est tellement gros pour le nombre de personnes qu'on est, on n'est pas beaucoup d'habitants à l'intérieur du Canada, qu'il faut réussir à compenser pour les autres pays. Donc, pour ce point-là, c'est une bonne chose, mais le Canada n'a pas rien à se critiquer. On va voir un petit peu plus loin. Donc, en 2015, on utilise présentement, on aurait besoin d'une planète et demie, mais en 2030, on va avoir besoin de 2 planètes si on continue comme ça, et en 2050, il nous faudrait 3 planètes pour pouvoir poursuivre sur notre lancée. Donc, on comprend que ce n'est pas faisable et qu'il va falloir réagir. Ça nous amène donc à nous poser la question, un petit peu comme tantôt, pourquoi on consomme toujours plus? Donc, en fait, c'est parce que les entreprises veulent faire de plus en plus d'argent. Donc, ils vont utiliser des méthodes pour nous faire acheter, pour nous faire consommer. Donc, le premier, c'est l'obsolescence. L'obsolescence, c'est la mode. C'est-à-dire, on a un bon exemple, les compagnies de téléphone. Ils doivent sortir 2 ou 3 nouveaux modèles à chaque année. Ce qui fait que notre téléphone, il n'est plus à la mode, il n'arrive plus à suivre la technologie non plus parce que ça se fait remplacer trop souvent. Si on fait juste penser à l'iPhone, en un an, il y a eu iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, puis là, après ça, il y a eu l'iPhone 6. Fait que c'est pas très long quand dedans d'un an, on est 4 modèles en retard, alors que notre téléphone a juste un an. C'est la même chose pour les vêtements. La mode change très, très vite, ce qui fait qu'on est tout de suite plus à la mode, alors qu'on vient juste de nous rentrer dans la mode et pouvoir se mettre au goût du jour. Nos vêtements sont encore bons, mais on va vouloir les changer pareil pour suivre, dans le fond, la mode. C'est ce qu'on appelle l'obsolescence. L'obsolescence programmée, elle, en fait, c'est que les compagnies, ils mettent une durée de vie aux objets. Donc, il y a différentes façons de faire. Il y en a qui sont programmées. Il y en a, exemple, pour les imprimantes, après tant de nombre de copies, ça va arrêter de fonctionner. Il y en a qui c'est la durée de vie de la batterie. Ça, on l'a pas mal tous connu. Hein, des fois, qu'après un an, la batterie est plus faisable. Puis là, on se dit, au lieu de l'envoyer à la compagnie, la faire changer, tout ça, je vais acheter un nouvel objet pour pouvoir être au bout du jour. On revient à l'obsolescence. Fait que c'est vraiment, ça revient toujours au même, et c'est des stratégies qui sont utilisées. En passant, l'obsolescence programmée, c'est passible de prison dans certains pays et c'est plus légal de faire ça parce que les entreprises, justement, faisaient beaucoup trop d'argent, alors que les objets de 40, 50 ans, eux, durent encore. Puis il y en a beaucoup qui fonctionnent, des vieilles voitures ou des vieux frigidaires, on peut penser, alors que maintenant, ça dure juste quelques années. Il y a également une technique très connue qui est le marketing. Donc, on peut penser encore une fois à Apple qui essaye de nous faire croire qu'on a besoin, par exemple, d'une Apple Watch qui est nouveau sur le marché. Donc, c'est d'essayer de nous faire découvrir des nouveaux besoins qui, en vrai, ne sont pas des besoins essentiels. Résultat, bien, il y a beaucoup de pollution et on augmente notre empreinte écologique, comme on l'a expliqué juste avant. L'empreinte écologique, c'est le nombre de ressources que ça prend par personne pour pouvoir combler nos propres besoins au niveau des objets. Par contre,
on n'a pas le choix d'explorer, d'utiliser des ressources naturelles. On s'entend que c'est pour notre survie. On n'a pas le choix, on ne peut pas vivre si on n'exploite pas les ressources naturelles. Il faut donc apprendre à les exploiter, mais intelligemment. Pour ça, il y a des actions qui ont été faites. Il y en a encore à faire, évidemment, mais il y en a qui, au moins, il y a des personnes qui se sont réveillées et qui ont décidé de faire des actions. Donc, on va commencer dans le très gros, okay? Les entreprises. Par exemple, l'Association minière des mines du Canada a mis en marche, de son initiative, le VDMD, donc vers le développement minier durable. Ça, en fait, ça met des barrières aux entreprises canadiennes, des gabarits. Donc, pour leur dire à quel point il faut exploiter ou leur donner des règles, des balises, exactement. Donc, ils ont fait ça de leur propre initiative. On connaît aussi beaucoup les normes ISO. Donc, toutes celles qui sont dans le 14000, 14001, 14000 et ainsi de suite, c'est en fait sur le management environnemental. Les entreprises ne sont pas obligées de suivre les normes ISO, mais ça leur donne un avantage et ça améliore également leur image. Donc, c'est encore une fois des balises et des normes qu'on dit aux entreprises, si vous respectez ça, on vous donne la certification ISO. Finalement, il y a le protocole de Kyoto qui, lui, tente de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est pratiquement tous les pays du monde qui font partie de ce protocole-là. Et on connaît, entre autres, les crédits carbone. On en a tous déjà entendu parler. Ça, c'est des crédits, dans le fond, quand les entreprises ont un maximum d'émissions de gaz à effet de serre qu'ils peuvent émettre. Et s'ils sont sous cette limite-là, ils peuvent vendre leur excédent à d'autres entreprises. Donc, ils font de l'argent. Mais inversement, les entreprises qui dépassent de beaucoup cette limite-là doivent acheter des crédits carbone aux autres entreprises. Donc, tout ça pour mettre un maximum à toutes les entreprises planétaires pour ne pas trop produire de gaz à effet de serre. Pour marquer peut-être sur la carte que le Canada et les États-Unis sont en rouge et en orange, c'est parce que malheureusement, le Canada, on disait qu'il y avait des trucs à se reprocher, a été le premier pays à quitter le protocole de Kyoto parce qu'il n'a pas réussi à respecter les règles, il ne s'est pas conformé et il s'est ramassé une belle facture de 14 milliards de dollars pour pouvoir continuer dans le protocole. Donc le Canada a quitté en disant c'est une magouille qui a été faite pour aller chercher de l'argent des gros pays qui sont un petit peu plus riches. Et c'est pourquoi qu'il a quitté. Et les États-Unis sont en train de le suivre. C'est pourquoi ils sont à orange. Je crois qu'ils ne vont pas renouveler leur prochaine entente avec Kyoto. Il y a également des actions pour exploiter intelligemment avec la population. Donc, de plus en plus, la population et les petites organisations. Là, on a vu le monde et les grosses entreprises, mais plus localement un petit peu. On peut penser, entre autres, à Recyc Québec, qui lui, son but, c'est de réduire, réemployer, recycler et valoriser. On a juste besoin de penser aux canettes. Le fameux 5 cents, c'est pour forcer les gens à ramener leurs canettes, à récupérer. Il existe la même chose pour les pneus, pour pouvoir récupérer les pneus. On a une petite vidéo sur ça, sur Recyc Québec, qui nous explique bien comment ça fonctionne au Québec. L'équipe de Recyc Québec est particulièrement fière de contribuer à la gestion novatrice et durable des matières résiduelles. Elle fait en sorte de mobiliser et responsabiliser tous les acteurs qui interviennent dans le cycle de vie de nos produits de consommation. Une société sans gaspillage, c'est l'affaire de tous. À la maison, au travail, à titre personnel ou professionnel, nous devons collectivement appliquer la règle des 3 RV. De l'extraction de la matière première, en passant par les industries et les manufacturiers, jusqu'aux distributeurs et aux commerçants, toutes les activités s'intègrent dans un cycle perpétuel, et ce, jusqu'à la fin de vie d'un produit. Les activités sont ainsi relancées: la collecte, le tri, les services intermédiaires, le recyclage et la réutilisation. Ce cycle crée une chaîne de valeur aussi forte que son maillon le plus faible. Recyc Québec cible d'ailleurs ces maillons plus faibles et les renforce par des actions stratégiques ayant un impact favorable sur les activités subséquentes. En vue de mobiliser et concerter tous les acteurs, Recyc Québec propose du financement, de l'expertise soutenue par des activités de recherche et développement et un ensemble de programmes structurants.
la gestion novatrice et méticuleuse de cette chaîne de valeur infinie est l'avenue qui permettra au Québec de relever les défis environnementaux tout en bénéficiant d'importants avantages économiques et sociaux. Une société sans gaspillage, c'est l'affaire de chacun. Donc, on a juste à penser, entre autres, les municipalités qui ont mis en place non seulement des poubelles, mais pour éviter du gaspillage, ils ont mis également des bacs bleus pour le recyclage et des bacs bruns même pour le compost, là, qui sont de plus en plus populaires, pour que les citoyens, justement, puissent se sentir utiles dans leur effort et qu'ils voient qu'il y a une différence dans ce qu'ils apportent. De plus en plus, les citoyens défendent des causes, donc ils voient que c'est important, la nature. On a juste besoin de penser au déversement des eaux usées à Montréal. Il y a eu beaucoup de controverses envers ce déversement-là. Les citoyens se sont mobilisés. Ça pourrait être encore plus gros, mais on voit que de plus en plus, là, ça tient à cœur et qu'on voit qu'il y a des problèmes à faire ça, qu'on ne peut pas déverser ce qu'on veut dans notre fleuve. Finalement, les citoyens vont faire eux-mêmes des actions, comme aller porter leur objet dans des ressourceries, entre autres, ou les vendre sur Kijiji pour la seconde main. Les ressourceries, c'est des entreprises de récupération, de réutilisation, de revente et de surplus domestique. Donc, juste ensuite, on va pouvoir voir sur la page d'après les différents niveaux d'action. Donc, on est parti avec une action mondiale, les actions ensuite d'association d'entreprises, l'association minière, qui a conscientisé la population et qui a mis en place des mécanismes de contrôle, donc des barrières, des limites, montrer ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Et ensuite, un petit peu plus précis, on a incité les citoyens à poser des actions grâce à Recycle Québec qui dit, regardez, recyclez, allez porter, faites du compost, allez porter ça au recyclage, on aurait besoin que vous rameniez les canettes. Et ensuite, ce qui a provoqué la réaction sur les actions des autres. Donc, on commence à voir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien sur les actions des autres, comme le déversement des eaux, pour finalement poser des actions nous-mêmes et concrètes, comme aller dans des ressourceries ou faire du recyclage. Donc, avec la communication, il faut réussir à montrer que les actions de chacun, ça vaut la peine d'être réalisé, et c'est ce qui va nous permettre que ça soit une bonne preuve de vivre ensemble. En fait, c'est que moi, juste en jetant ma canette dans le bac de recyclage, je pense pas que ça change presque rien. En fait, il faut voir le vivre ensemble, puis on voit que ça va changer dans le monde entier. Puis à la fin, en mettant toutes nos canettes dans le recyclage, mais on va réussir à vivre ensemble et à sauver la planète qui est en bien mauvais état. Donc, c'était ça pour les ressources naturelles. Merci beaucoup. Donc, pour enchaîner, on parlait Ah, tu ne veux pas faire une petite discussion? Oui, ça. Ok, vas-y. Allez-y. Avez-vous une question ou... Ouais, ben, en fait, toujours, mais si tu en as une. On fait assez d'actions pour sauver la planète, là, justement. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ou qu'il faudrait en faire plus? Est-ce que vous pensez que le gouvernement doit être plus impliqué encore? Parce que là, il essaye de bien paraître, c'est sûr, en montrant qu'il fait des bonnes actions, mais inversement, des fois, il essaye de nous en passer sans qu'on soit au courant. Ben, on a bien vu avec les chiffres, l'intérêt financier à exploiter les ressources naturelles. On voit bien que le gouvernement lui-même, il y a une tension à l'intérieur. Ça se contredit. Là. Ben, il y a le ministère de l'Environnement puis le ministère des Ressources naturelles, puis parfois entre les deux, à l'intérieur même d'un gouvernement. Et on voit quand la ministre est plus fort que l'un ou l'autre, le gouvernement peut prendre des directions bien différentes. Ouais. Mais en fait, c'est la même idée que dans l'exposé sur la démocratie et les fameuses petites vidéos que images que Maxence avait mis, il n'est pas là, où on voyait une personne toute seule dire à quoi ça sert d'aller voter, ça ne changera rien. Mais quand tout le monde dit ça, c'est pour ça que ça n'a pas de sens. Hein, et que c'est évident. Et c'est pour ça que le défi numéro 1 de l'environnement, et pour ça que la communication joue un rôle tellement important, c'est de faire prendre conscience à chacun qu'on est un collectif, qu'on vit avec les autres. Et que quand on fait un geste pour nous, ben on le fait pour les autres en même temps. Je sais que vous voulez un profil en environnement à l'association, là? En communication, profil environnemental. Et je trouve que c'est une excellente idée. Oui, c'est Jean-Michel Frédéric, c'est ça. Je trouve que c'est une super bonne idée parce qu'il y a vraiment un tel enjeu de communication. Mais je crois que... Frédéric, c'est ça? Je crois, mais selon moi, ce qu'on voit, c'est que l'angle de communication, de culpabiliser les gens, ça ne marche pas forcément.
Parce qu'on voit que vous avez réponse à tout, c'est notre culture qui nous pousse à consommer, etc. Mais peut-être l'angle du vivre ensemble pourrait être efficace. Je ne sais pas si tu comprends, à la lumière de tout ce qu'on a dit, c'est de simplement dire aux gens, tu n'es pas tout seul sur la planète, on est tous responsables. Tu ne culpabilises pas une personne, mais tu dis, pensons à comment on pourrait ensemble. En tout cas, c'est juste une idée. Il y a des études en publicité sociale qui disent que justement culpabiliser les gens, il y a toujours une rupture de communication. Ben oui, ça marche pas. Tu ne peux pas faire culpabiliser les gens, il faut que tu mises plutôt sur le positif. Sinon, la personne reçoit le message, puis elle se dit, ouais, comment je peux changer mon comportement, puis souvent, mais elle est dépassée. Ah oui, c'est ça. Elle lit le message. C'est certain. Et puis le politiquement correct aussi, en disant tu seras une bonne personne si tu recycles, etc., ça a ses limites. Je veux dire, à un moment donné, là, on entend ça, tu sais. Et donc je me dis, si on réussissait à faire comme ce que vous faites là, c'est-à-dire à nous faire prendre conscience qu'il y a un lien entre notre vie quotidienne ici au Québec et puis des grands enjeux internationaux qui sont liés au vivre ensemble, peut-être ça pourrait faire bouger un peu. Pour revenir à ce que j'avais dit un petit peu plus tôt, là, je pense aussi qu'on a un gros problème, en tout cas communicationnel, sur le fait de toujours s'accuser, de toujours voir pire ailleurs que chez soi. Là. Je veux dire, on en regarde les autres et on dit « Oh my God, ça n'a pas de bon sens ce qu'il fait, moi je fais pas ça ». Puis on a tendance à oublier ce que nous-mêmes on fait et ce qu'on pourrait améliorer parce qu'on s'accuse toujours, on se pointe toujours du doigt. Fait que ça, moi je pense que c'est vraiment une grosse problématique du vivre ensemble, de manquer d'introspection puis toujours aller voir ailleurs c'est quoi qui se fait. Et puis de se rassurer, tu sais, nous-mêmes. Ah, moi je suis pas si pire que ça, puis là on oublie tout ce qu'on fait. Ça, je pense que c'est une problématique. Puis la deuxième aussi, moi, avec mon enquête, ce qu'on avait découvert un petit peu, c'est que les gens sont sensibilisés, mais ils connaissent pas nécessairement... ils n'ont pas les connaissances, en tout cas les Autochtones, ils n'ont pas les connaissances suffisantes pour bien gérer l'environnement. Je veux dire, admettons que je leur demanderais de faire du compost, peut-être qu'ils seraient intéressés, mais ils ne sauraient pas comment. OK. Ils ne connaissent pas les ressources pour les aider. Ils auraient aimé ça, des fois, l'information soit plus un petit peu participative. Oui. Parce qu'il y avait comme... Tu sais, il manquait de ouais. Vraiment, comment... Ah ouais. Ça me fait vraiment penser à notre discussion sur la démocratie, le fait que les gens se disent ben, « je ne veux pas voter tout ça parce que j'y comprends rien, puis je ne sais pas trop, il faudrait qu'on vulgarise davantage, etc. » Enfin, pour la démocratie ou pour l'environnement, il y a vraiment des liens... par où je commence, dans le fond. Par où je commence, où je me forme, etc. Puis la communication, c'est un rôle majeur. C'est un gros défi à faire. Là. Déjà là, il faut faire prendre conscience aux gens qu'il y a des impacts comme ça. Puis moi, je ne le savais pas avant de faire ce travail-là, que d'ici 2050, on va avoir besoin de 3 planètes. C'est incroyable. Ça fait déjà là prendre conscience que, OK, au lieu de jeter mon objet, je vais le proposer à quelqu'un d'autre ou je vais essayer de lui donner une deuxième vie. Là. La prise de conscience est très importante dans le processus, je pense. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'exploitation des ressources naturelles dans notre société? Vous êtes indifférent à la question? Vous n'avez pas d'idée? Non? Est-ce que vous trouvez aussi que vous manquez un peu d'informations sur l'impact de ce que vous faites ou non? Moi, je pense, tu sais, tantôt j'ai regardé le vidéo tout ça, puis je trouvais ça intéressant de voir que, mettons, tu sais, avant, ils nous disaient recycler, faites telle affaire, ils nous disaient tout dans le négatif, dans le fond, genre la planète, elle va mourir, en tout cas. Ils mettaient ça full grave, mais on voyait jamais vraiment d'action, tu sais, vraiment concrète de grosses entreprises, de trucs pour vraiment changer, mais nous, il fallait tout qu'on fasse, il fallait, tu sais, tu recycles pas, tu jettes ça, puis il fallait regarder en arrière pour voir si ça se recyclait ou pas, puis là, c'était full compliqué. Puis là, genre, toutes les autres, on voyait, genre, à la télé, genre, il fait ça, il a débarqué de Kyoto, une grosse affaire. Là, je trouve ça intéressant, justement, qu'on voit que, genre, on n'est pas tout seul à faire un move là-dedans. Puis que, tu sais, c'est concret, là. C'est vrai, tout le monde est en train de s'y mettre. Puis je pense que, justement, c'est là qu'on se rend compte que, vraiment, on fait une différence, là. Mais oui. Il y avait rien qui nous disait que ça faisait une différence. Ils nous disaient tout, vous allez faire une différence, mais là, là, tu comprends mieux. Là. C'est ça, quand on prend un peu de recul pour voir les enjeux globaux, on comprend mieux, puis ça nous motive plus à faire un petit... Je pense aussi qu'il faut faire attention à l'excès juste en général, parce que oui, on se conforte à l'idée qu'on fait de l'énergie avec des ressources renouvelables, mais à quelque part, même ces ressources renouvelables-là ont des limites, puis occasionnent certains désagréments à l'environnement. Tu sais, je veux dire, des parcs d'éoliennes, c'est super, mais il faut
souvent, il faut faire de la déforestation pour ça. Les hydrocarbures, c'est super intéressant, mais souvent, ça va changer l'écosystème de certains milieux. T'sais. Je veux dire, c'est jamais blanc ou noir avec l'environnement, puis je trouve ça un petit peu... Oui, mais... dans le fond, il faut juste faire attention à l'excès, je pense, qu'en général. Oui, mais c'est sûr, comme tu l'as dit au début, les ressources naturelles, l'espèce humaine, elle vit de l'exploitation des ressources naturelles. Donc c'est certain quoi. Je veux dire, la meilleure façon de protéger la planète, c'est de disparaître. Bah, c'est certain que c'est pas là. Mais il y a des façons plus respectueuses, plus intelligentes, comme tu l'as très bien dit, de le faire. Et puis c'est sûr que les éoliennes, on ne va pas aller les planter au milieu dans un endroit où ça dérange tout le monde, mais on va les mettre dans des zones plus désertiques ou bien dans la mer. C'est fascinant. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Là, il y a des parcs d'éoliennes dans la mer. Bon, ben peut-être ça dérange un peu les poissons, mais quand même, il y a l'énergie de la mer, l'énergie du vent, c'est quand même... ça, c'est intelligent, là, de ce point de vue-là. Il faut exploiter intelligemment. Oui, de façon respectueuse. Et puis, quand même, je tiens à vous le dire qu'à Québec, oui, il y a la société de consommation, le modèle qui est très fort, mais il y a aussi tout le mouvement, à moins que vous en parliez, la simplicité volontaire. Et... Oui, un petit peu. Tu vas en parler aussi? Pas précisément la simplicité volontaire, mais on l'aborde. Est-ce que vous avez entendu parler de ça, du mouvement de la simplicité volontaire? Oui. Il y a un groupe à Québec très actif qui fait des rencontres, etc., de gens qui s'entraident pour essayer de renoncer un peu à l'objectif d'acquisition de biens, etc. Alors il y a d'autres formes, et c'est tout ce que Lucie Sauvé, qui a créé le Centre d'éducation relative à l'environnement à l'UQAM, appelle l'éco-citoyenneté, aussi invente des façons de faire tout à fait palpitantes et intéressantes qui vous changeraient un peu de... Pour ceux qui sont moins à l'aise avec le modèle de la consommation, ben, dites-vous qu'il y a d'autres valeurs, des gens qui font des expériences intéressantes qui vont être bien détaillées dans le chapitre, j'en suis certaine. On parlait justement d'exploiter intelligemment. On parlait aussi du rapport de Kyoto, qui devrait éventuellement être remplacé par la COP21. Et là, on va vous présenter une vidéo qui va vous expliquer ce qu'est la COP21, parce que ça va se dérouler dans une semaine, jour pour jour. C'est censé se dérouler à Paris à partir du 30 novembre. Ça va se dérouler pendant 12 jours, je pense. Presque 2 semaines. Et puis, toutes les décisions qui vont être prises là-bas vont certainement influencer nos vies, celles des générations futures, puis la façon dont on va dealer avec les enjeux environnementaux. Et si les États ne parviennent pas à un accord à Paris, quels sont les risques pour la planète? 10 chiffres pour comprendre. 21. La COP 21, c'est la 21e conférence mondiale sur le climat. Le terme de COP signifie conférence des parties, Conference of the Parties en anglais, c'est-à-dire des signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ce texte, signé au sommet de la Terre à Rio en 1992, est le principal traité international destiné à lutter contre le réchauffement climatique. 196. Lors de la COP 21, les 196 parties à la Convention se réunissent, soit 195 pays plus l'Union européenne. Ils devront s'entendre sur un accord contraignant et universel pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Ce nouvel accord doit remplacer dès 2020 le protocole de Kyoto. En vigueur depuis 2005, cet accord ne concernait que les pays développés. Et aujourd'hui, les émissions mondiales de gaz à effet de serre n'ont jamais été si élevées. 2 degrés. Les États se sont engagés à limiter le réchauffement mondial à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, à savoir le 19e siècle. Cette décision a été prise lors de la conférence de Copenhague en 2009. Ce seuil de 2 degrés, considéré comme dangereux par les scientifiques, est d'ores et déjà en passe d'être franchi. Au-delà de cette limite, les rendements agricoles, donc la sécurité alimentaire, pourraient être compromis. Les événements climatiques extrêmes se multiplieront, la hausse du niveau de la mer menacera une partie du littoral. Aujourd'hui, nous en sommes déjà à une hausse des températures mondiales de 0,85 degrés. Sans aucune politique climatique, il faudrait s'attendre à un réchauffement de 4,6 degrés à la fin du siècle. 100 milliards de dollars. Ce sont les fonds publics et privés que les pays riches ont pris l'engagement de mobiliser chaque année d'ici à 2020 pour permettre aux pays en développement de s'adapter au réchauffement. Cette promesse avait été faite lors de la conférence de Copenhague en 2009. Aujourd'hui, cette question du financement reste l'une des clés pour conclure un accord à Paris. 400 ppm. C'est la concentration atmosphérique moyenne de dioxyde de carbone, le principal gaz à effet de serre émis par l'homme.
ppm signifie partie par million. Cela veut dire que sur 1 million de molécules de l'atmosphère terrestre, 400 sont des molécules de CO2. Cela peut paraître peu, mais cette concentration était d'environ 270 ppm au XIXe siècle. 30%. C'est la biodiversité qui pourrait être perdue d'ici à la fin du siècle, si le rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre se poursuit. Autrement dit, le réchauffement climatique priverait un tiers des espèces vivantes d'un environnement adapté à leur survie. Les espèces terrestres les plus mobiles ont déjà déplacé leur aire de vie de plusieurs centaines de kilomètres vers le nord. 7,8. C'est le pH, autrement dit le niveau d'acidité que pourrait atteindre l'océan en 2100 s'il n'arrive pas à réduire nos émissions de dioxyde de carbone. Aujourd'hui, à 8,1, le pH des océans est déjà 30% plus acide qu'à l'ère pré-industrielle. En se dissolvant partiellement dans les océans, le CO2 les rend plus acides et de très nombreux organismes marins sont sensibles à l'acidité de l'eau. La rapidité de l'acidification en cours est inédite et nul ne sait comment les écosystèmes marins vont s'y adapter. 1 mètre. C'est l'élévation attendue du niveau moyen des océans à l'horizon 2100 si le réchauffement se poursuit au rythme actuel. Alimenté par la fonte des glaciers, comme au Groenland et en Antarctique, et par la dilatation thermique des océans, le niveau marin a déjà grimpé de 20 cm depuis la période pré-industrielle. 400 millions. C'est le nombre de personnes qui vivent aujourd'hui à moins d'1 mètre au-dessus du niveau des mers. Leur habitat aura donc disparu sous les eaux. Si le rythme actuel du réchauffement se poursuit, la menace est forte. Plus de la moitié des 20 plus grandes villes de la planète sont portuaires, principalement en Asie, mais aussi en Amérique du Nord. 40%. C'est la réduction minimum des émissions de gaz à effet de serre qu'il faut atteindre d'ici à 2050 pour avoir une chance de demeurer sous le seuil critique des 2 degrés de réchauffement. L'objectif de la communauté internationale est d'arriver d'ici à la fin du siècle à une économie mondiale neutre en carbone, c'est-à-dire qui émet autant de carbone qu'elle en absorbe. Donc, partant de là, sachant que l'une de nos interactions principales avec l'environnement consiste à la culture de notre alimentation. Puis notre alimentation, c'est ce qui nous tient en vie. On va aborder tout de suite l'agriculture et la façon dont elle est industrialisée. Okay. Donc, ça, je vais vous parler de nos terres agricoles, de leur importance et comment elles sont protégées. Comme on dit dans le rapport à la nature, le Québec, c'est un vaste, on a vraiment un vaste territoire. Cependant, les terres agricoles, ça représente seulement 2% du territoire. Comme on peut le voir sur la carte, c'est tous les territoires en vert. La plupart de nos territoires agricoles sont en Montérégie, en périphérie de Montréal. Le reste, ça suit le fleuve Saint-Laurent jusque dans les régions. Sinon, on peut en voir d'autres un peu au lac Saint-Jean et en Abitibi. Mais les plus viables, dans le fond, les meilleures terres sont surtout en périphérie de Montréal. Donc, c'est ça. Il ne faut pas penser que la globalisation du système alimentaire, ça vaut nécessairement à l'arrêt des activités agricoles locales. Justement, en 2011, l'industrie bioalimentaire, ça l'équivalait à 22 milliards de dollars, soit 7,3% du PIB au Québec. L'agriculture, c'est quand même une économie importante, donc il faut la protéger de 2 principales menaces. Les 2 principales menaces, c'est le développement urbain. Cette menace-là, elle s'opère surtout en périphérie de Montréal. Sinon, on a aussi le désintéressement à l'agriculture. Ça s'opère surtout dans les régions. Donc, heureusement, pour protéger nos terres agricoles, on a une association, une commission, je devrais dire, qui est la Commission de protection du territoire agricole québécois, que je vais appeler la commission. Eux ont mis sur pied la loi de protection du territoire et des activités agricoles, que je vais appeler seulement la loi. Donc, vers la fin des années 1980, il y a un rapport, le rapport Lahaye et Castonguay, qui établit un lien direct entre l'étalement urbain et la disparition des terres agricoles québécoises. Donc, face à ça, on crée la commission. La commission crée une loi qui va contrer la périurbanisation et protéger les milieux agricoles. En tout, c'est 63 500 km² qui sont protégés à ce moment-là.
Ça représente 4% du territoire. Puis ce 4%-là de terres protégées, il y en a seulement 2% qui sont vraiment propices à l'agriculture. Donc, qu'est-ce qu'a fait la Commission? Elle protège le territoire, elle applique des lois, elle donne des amendes à ceux qui contreviennent à la loi, mais ultimement, elle gère les modifications du zonage. À chaque année, il y a plusieurs, que ce soit des investisseurs ou du monde qui veulent faire des développements urbains, qui demandent soit à enlever, dans le fond, ça c'est les zones qui sont zones vertes, qui sont protégées par la Commission, mais ils demandent dans le fond pour pouvoir exploiter ces terres-là, de la dézoner, d'enlever les règlements. Sinon, il y en a qui demandent, c'est surtout en région que ça se passe, à intégrer au zonage vert des nouvelles terres agricoles. Juste pour donner des chiffres, entre 2005 et 2014, c'est 63% des superficies soumises en demande d'exclusion de la zone qui ont été octroyées. Ça représentait 9444 hectares. En même temps, 9071 ont été inclus dans la zone verte. À première vue, ça a l'air d'un bilan quand même positif parce qu'on se dit, bon, on enlève des terres, mais en même temps, on en rajoute. Donc, c'est quand même un bilan qui est égal. Sauf qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un processus irréversible. Une fois qu'on dézone une terre agricole, elle ne deviendra plus jamais une terre agricole. Donc, c'est surtout à Montréal que ça se produit. Quand les terres agricoles sont vendues à des promoteurs, c'est nos meilleures terres agricoles, elles ne redeviendront jamais ce qu'elles ont été. Il faut aussi dire que la loi est imparfaite, parce que malgré une volonté, ça semble impossible ils veulent protéger les terres agricoles, mais ça semble impossible de contrer le développement urbain. Il y a toujours plus de monde. Les gens ont besoin de s'installer. Il y a toujours plus de territoires qui sont convoités par les promoteurs. Puis à chaque année, il y a nos bouts de terre qui sont grugés. La loi ne peut pas contenir toute la forte demande de développement. Puis aussi, il y a le gouvernement qui réussit à passer par-dessus cette loi-là, à l'accorder des projets, à des projets de développement d'autoroutes, tout ça. Puis ces projets-là n'ont même pas à s'expliquer à la Commission parce que le gouvernement fait des décrets pour passer par-dessus la loi. Donc, c'est important de s'en préoccuper parce que la loi est d'intérêt public. Les terres, dans le fond, la Commission gère la loi sur les terres, mais la Commission les terres n'appartiennent pas à la Commission. Les terres sont vraiment un bien public. Donc, c'est vraiment important c'est un héritage collectif. C'est vraiment important d'avoir de l'intérêt envers qu'est-ce qui se passe à cette commission-là, de ne pas laisser ça aller, parce que ça, dans le fond, c'est un bien collectif. Les terres, c'est à tout le monde, donc c'est important de ne pas faire n'importe quoi avec ça. Donc, les principaux enjeux, il y a vraiment là, deux types d'enjeux. Il y a ceux-là qui s'opèrent vraiment, comme je disais, là, dans le coin de Montréal, où on a nos meilleures terres, puis il y a des enjeux qui sont vraiment différents dans les régions. Pour ce qui est dans la région de Montréal, comme je disais, l'urbanisation, de plus en plus, il y a des zones agricoles, il y a de plus en plus de personnes, des développements urbains qui se font dans les régions avoisinant Montréal. Les gens veulent sortir de Montréal, ils veulent aller s'installer plus où il fait plus bon vivre, où c'est plus calme. Donc il y a vraiment une demande. Les agriculteurs ne sont pas contre, pas au déficit de leur terre, parce qu'ils veulent partager le fardeau fiscal de leur MRC pour pouvoir vivre dans leur région. Ils sont prêts à accueillir des gens. Cependant, les gens qui viennent s'installer ne sont pas les agriculteurs, ne comprennent pas cette réalité-là. Donc, ils viennent s'installer, puis après ça, ils commencent à se plaindre des odeurs, des véhicules lourds qui traversent dans les rues, du bruit, tout ça. Donc, on voit vraiment un problème de cohabitation dans les banlieues de Montréal entre les agriculteurs et ceux qui viennent s'y installer proche de leur terre. Deuxièmement, un deuxième enjeu, c'est la spéculation. Les promoteurs convoitent des terres, déjà, voient des terres, les convoitent, font monter le prix imaginaire de la terre. Plus ton prix, si on veut, comme imaginaire de ta terre monte, plus tes taxes montent. Donc là, l'agriculteur commence à voir, bon, les taxes montent, puis là, je vois que je pourrais faire tel nombre d'argent en vendant ma terre. Parce que c'est sûr qu'une terre est beaucoup plus profitable si tu la vends et que tu fais du développement immobilier parce que tu maximises ta rentabilité au pied carré, tout ça. C'est sûr que ça va être plus rentable si tu fais du développement sur ta terre, si tu vends ta terre. Donc là, ils voient les taxes commencent à monter, ils voient que
le profit qu'il pourrait faire en vendant des parties de sa terre serait beaucoup plus que qu'est-ce qu'il fait comme profit en faisant de l'agriculture. Donc là, ça devient tentant quand même pour certains agriculteurs de tout vendre, ramasser leur argent et s'en aller. Et en plus de ça, si tu penses à qu'eux autres, ils ne peuvent pas vraiment grossir à cause de la pression, la concurrence est tellement forte, les grosses machines de production avec tout ce qu'il faut respecter comme normes environnementales, ça c'est dur de venir faire concurrence aux grosses industries, donc il n'y a pas vraiment de perspective pour les petits agriculteurs de grossir et vraiment améliorer leur chiffre d'affaires. Donc, c'est quoi leur solution rendue là? C'est dur de vivre. Sinon, en région, comme je disais tantôt, c'est des terres moins propices à l'agriculture. Il y en a des bonnes, mais il y en a moins, il y en a vraiment moins que dans la région de Montréal. Cependant, il y a 70% des terres qui ne sont pas cultivées, donc qu'on n'utilise pas, qui sont là, sont protégées, mais il ne se passe rien là-dessus. Ce que ça fait, c'est que là, comme je disais tantôt, là, il y a des gens qui ne peuvent pas grossir, tout ça. Fait que là, il y a des agriculteurs qui songent à partir, ça renforce l'exode rural, le stade d'exode rural. Donc déjà là, ça, c'est pas bon. Mais en plus, c'est que la loi de la commission est vraiment rigide. Il y a des gens qui veulent habiter le territoire. Il y a un expert qui disait que la meilleure façon de protéger le territoire, c'est de l'habiter. Donc, bon, si on ne peut pas faire vraiment de l'agriculture, on pourrait l'habiter de différentes manières. Donc, il y a des gens qui sont arrivés avec des projets. Admettons, par exemple, moi, j'ai des vaches. J'ai des vaches sur ma terrain agricole. Là, je me dis, bon, je voudrais m'ouvrir une fromagerie. La fromagerie, je vais la mettre idéalement, je vais la mettre la plus proche de mes vaches pour faire moins de transport et tout va se passer dans la même place. Donc là, je fais une demande de... C'est pas la fromagerie, ça ne sera pas une activité agricole même, mais ça va être une activité connexe. Donc là, je me dis, bon, ben, je vais faire une demande à la commission, parce que oui, ça ne respecte pas les règles de zonage, mais bon, c'est quand même éco-responsable, c'est connexe à l'activité agricole. Les chances sont vraiment, la personne va se faire refuser son projet, la loi n'est pas... ne laisse pas place à l'interprétation, ne prend pas en compte les différents enjeux qui sont en région et autour de Montréal. Donc, c'est ça qui se passe. Les gens ne peuvent pas imaginer des façons de mieux occuper les territoires agricoles pour mieux les protéger. Donc, ça, c'est un peu les gens voudraient qu'elle soit rigide, proche de la vallée du Saint-Laurent, mais qu'elle soit plus souple dans les régions. Mais c'est beaucoup demander à une loi d'être rigide, mais souple à la fois. Donc, c'est ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la loi donne le droit aux MRC d'avoir un plan d'occupation dynamique du territoire. Puis on dirait, si on regarde dans les différentes MRC, il n'y en a pas de plan de... Je veux dire, le développement durable, c'est un concept qui est quand même pas nouveau, mais on dirait qu'à ce point-là, le plan d'occupation dynamique du territoire, il n'y a aucun MRC qui le fait, il n'y a aucun MRC qui prévoit ça. Pourtant, dans la loi, c'est bien dit que il y a moyen de s'arranger avec la commission, il y a moyen de travailler pour mieux occuper les territoires agricoles puis les protéger. Mais les MRC ne se servent pas de ce droit-là. Donc, c'est ça. Finalement, je finirai en disant que la loi est pertinente, mais qu'elle devrait être appliquée avec discernement. Les MRC doivent prévoir un plan d'occupation dynamique des terres agricoles. Et on devrait arrêter de voir les terres comme un frein au développement, mais comme une richesse collective. Super intéressant, merci beaucoup. Et là, vraiment, c'est un exemple parfait de vivre ensemble. Parce qu'une loi, c'est la démocratie, c'est le vivre ensemble. Mais on voit la complexité de faire un lien entre ce vivre ensemble-là, puis le vivre ensemble concret dans les petites villas, la banlieue, comme tu l'as bien dit, et puis sur la question des terres, je sais qu'en Gaspésie, il y a ce problème-là, c'est-à-dire les gens veulent s'acheter un chalet ou une terre comme ça pour leurs vacances l'été. Ils ont fait monter les prix des terres en Gaspésie alors qu'il y a déjà tellement de problèmes. Et du coup, les taxes montent et les gens qui sont là, les agriculteurs gaspésiens, les pêcheurs, ils n'arrivent plus à payer leurs taxes. Ils n'ont pas le choix de vendre leurs terres. Ça devient le choix logique. C'est ça. Et c'est la mort des régions. Exactement. Le profit de l'économie, dans le fond, c'est vendre les terres qui sont à tout le monde pour le profit d'une ou deux personnes.
Je pense que j'ai mis dans le groupe Facebook où quelqu'un a mis une image où on voit, en tout cas, plein de choses qu'on peut acheter, puis à la fin, mais malheureusement, on ne peut pas manger de l'argent, ou je ne sais pas quoi. Je veux dire, si plus personne ne cultive la terre, et on n'aura plus à manger, là. Oui. Mais il y a tout le mouvement quand même, j'espère que vous en parlerez un peu dans le chapitre, tout le mouvement de l'agriculture urbaine, enfin tout justement, vous allez en parler? Ok, c'est toi qui vas en parler? Ok, parfait. Mais c'est impressionnant de voir ces enjeux-là, puis dans le fond, on a de l'argent, youpi, on peut s'acheter un chalet, mais là on voit les conséquences de s'acheter un chalet en milieu agricole. Il n'y a pas de relève, l'agriculture. Ceux-là qui ont les plus grandes terres agricoles en ce moment, c'est du monde qui ne sont plus là dans quelques années. C'est du monde vieux, puis leurs enfants ne sont pas nécessairement intéressés à... Il n'y a vraiment pas de relève, donc c'est quoi l'avenir de ces terres-là? En plus qu'on peut pas... La loi ne permet pas vraiment d'être créatif sur la façon de l'occuper parce que faut que ça soit strictement des activités agricoles, donc ça laisse quel choix. Oui, il faut vraiment moderniser cette loi. On en parle de moderniser? C'est vraiment critiqué, là. C'est vraiment, c'est parce que, à un moment donné, la loi, ça devient souple, ben là, ça va être quoi? Il va y avoir d'autres inconvénients si elle est plus souple, il va y avoir du monde qui vont... Oui, mais ça suppose, c'est vraiment ça, un débat démocratique. Comment on va la faire? Parce qu'une loi, d'habitude, une loi, c'est une loi, tu sais. Oui, mais elle peut changer, autoriser des choses, mais il faut en discuter, c'est ça. Exact, mais oui, c'est ça. Il faut faire un débat public. Donc, j'imagine qu'ils vont l'adapter. Oui. Avez-vous des témoignages? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vous venez de villages où ces questions-là se posent? La cohabitation avec les gens de la ville ou... Non? Mais c'est un très bon exemple. Vraiment, je n'avais pas réalisé, merci, à quel point il y a l'enjeu... Non, mais je veux dire... Peux-tu sortir du scolaire à un moment donné? Comme citoyenne, ça m'a vraiment intéressée de voir que tous ces enjeux de vivre ensemble se posent là, dans notre village à côté de chez nous, là, où il y a la loi, la démocratie, le rapport à l'environnement, le développement durable, tous ces enjeux-là hyper compliqués qui sont vraiment bien expliqués dans cet exemple. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou... Non? Alors, on continue? Oui, on poursuit avec un autre aspect de l'agriculture, qui est le recours aux OGM et aux pesticides. Comment ne pas mentionner l'acteur principal en instance, soit Monsanto, qui est une entreprise spécialisée dans les biotechnologies agricoles. C'est quand même une organisation qui date de début 1900, sauf que son appellation Monsanto est plus récente, donc je pense une quarantaine d'années. Mais leurs activités là, sont vraiment étendues depuis plus d'une centaine d'années. C'est évidemment une entreprise qui est très critiquée, notamment par ses pratiques monopolistiques. Il faut savoir qu'il y a un budget de 10 millions de dollars US par année qui est alloué de la part de Monsanto pour tout ce qui est poursuite judiciaire auprès des agriculteurs qui ne font pas partie de Monsanto, pour une violation de brevet qui est reliée aux OGM. Mais souvent, ça va être des mesures qui sont prises par Monsanto simplement pour s'accaparer les plus grandes portions possibles du marché. Puis on voit que, par exemple, entre 1990 et 2004, donc en 14 ans, il y a 147 agriculteurs et 39 entreprises agricoles qui ont été poursuivies pour motif de violation de brevets. À l'inverse, Monsanto a aussi fait l'objet de plusieurs poursuites. Fait intéressant, c'est Monsanto qui est derrière pas la mise en marché, mais je dirais l'utilisation américaine de l'agent orange à la guerre du Vietnam. Des centaines d'enfants qui souffrent de malformations extrêmement graves par la suite, ce qui leur a donné un procès au dos. Et puis là, on voit une carte de l'Europe qui montre, c'est peut-être un petit peu petit, mais on voit en résumé le recours aux OGM en Europe, qui est très réduit par rapport à l'Amérique du Nord. Je sais que maintenant, en France, il y a un seul OGM qui est utilisé chez Monsanto, qui est un OGM de maïs, tandis qu'en Amérique du Nord, on est beaucoup plus, enclin à avoir recours à ces produits-là. D'ailleurs, je pense qu'il y a le premier saumon transgénique qui vient d'être autorisé en Amérique, aux États-Unis. Là, j'ai vu ça la semaine dernière. Mais je sais que Monsanto, même en ce moment, est très actif pour
dès qu'il y a une innovation qui est faite au niveau agricole, Monsanto Résidentiel est la première à sécuriser un brevet d'organismes génétiquement modifiés. Puis on voit au Canada qu'on est les 3e au monde en utilisation de pesticides et d'OGM. Là, à droite, vous avez un descriptif des différents types de pesticides, de fugicides, insecticides, nommez-les, auxquels on a recours, ainsi que leurs effets sur la santé. On sait que le secteur agricole au Québec utilise 75% des quantités de pesticides qui sont approuvées et mises en marché, soit 1203 formulations au Québec là, qui sont mises en marché, ce qui est beaucoup. Le gouvernement du Québec a quand même une volonté de réduire là, de 25% son utilisation de pesticides dans le domaine agricole d'ici 2021, donc d'ici 6 ans, ce qui est quand même assez modeste comme objectif, considérant surtout que la vente de pesticides est en croissance fulgurante constante, malgré la volonté du gouvernement de réduire l'utilisation. Mais attends, regardez le nombre, les effets sur la santé, vous voyez le mot cancer qui revient constamment. Et ça, dans le domaine de la santé, c'est quelque chose de très complexe. Parce qu'il y a énormément de recherches qui se fait sur le cancer. Hein, le ruban rose.